Salut tout le monde. Bon, on parle de cette journée historique pour le vélo. Ça a été une épreuve de dingue aujourd'hui à Zurich. Quelque chose qui était à la fois attendu dans sa finalité, mais absolument pas attendu dans la manière dont ça s'est produit. Quel exploit en solo de Pogacar. Ouais, je vous spoil l'entrée juste avant de faire le résumé, mais c'est une vidéo qui va beaucoup tourner autour de Pogacar et de ce qu'il a réalisé aujourd'hui et à quel point ça devrait résonner dans les années à venir dans l'histoire du vélo. C'est rare d'être témoin de tels événements. C'est la 3e fois depuis que l'histoire du cyclisme existe, on va dire. Donc, bon, on aura le temps d'y revenir après. Concentrons-nous dans un premier temps sur le résumé de la course. Il y avait près de 270 km à parcourir, 4500 mètres de dénivelé, 7 tours d'un circuit de 27 km. Et la course s'est déroulée un petit peu en 2 morceaux. On va dire qu'il y a eu un premier moitié de course où il y avait 6 échappés et derrière la Slovénie de Pogacar contrôlée, bien sûr. Une seule chose à déplorer malheureusement pour nous Français dans cette première moitié de course, c'est l'abandon de Julian Alaphilippe sur une chute. J'ai même pas vu les images en vérité, c'est une chute j'imagine très bête puisqu'elle s'est produite au moment où le rythme de la course n'était pas très élevé. Julian est tombé, s'est déboîté l'épaule, a abandonné. Voilà, on a l'impression que le malheur tombe toujours sur les mêmes personnes. Ça s'est produit, on a perdu notre leader sur cette première moitié de course. Et malheureusement, au soir de ces championnats du monde, ça reste anecdotique. On arrive donc dans la deuxième moitié de course, à 130 km de l'arrivée, à 5 tours de l'arrivée. Les tours de l'arrivée sont importants, c'est quelque chose qu'on va égrener au fur et à mesure, bien sûr. À 5 tours de l'arrivée, à 130 km de l'arrivée, alors qu'il y a toujours 6 hommes en tête, on change de physionomie de course. Pablo Castrillo pour l'Espagne accélère brutalement. On entame gentiment une course de mouvement. La Slovénie réagit fermement à l'attaque de Castrillo. Mais une contre-attaque va se former, une contre-attaque de 10 coureurs dans lequel on va retrouver Pavel Sivakov pour la France, Jevine, Mattia Cataneo pour l'Italie, Jevine pour l'Australie, Florian Lipowitz pour l'Allemagne notamment, et il y a, à préciser, Jan Tratnik pour la Slovénie et Lorenz de Plus pour la Belgique, les deux équipiers de Pogacar et d'Evenepoel, les deux ultra favoris à ces championnats du monde. Derrière, le peloton petit coup de bluff de la Slovénie, ça fait rideau et ce groupe de contre va prendre près de 3 minutes d'avance, oui, sur le peloton et rattraper le groupe de 6 coureurs à l'avant, 16 coureurs en tête au moment où on entame les 4 derniers tours de circuit à 108 km de l'arrivée. Début du tour de circuit, on fait le mur et Wittikon, la Slovénie qui reprend le contrôle un petit peu avec l'Espagne qui a commencé cette course de mouvement et qui s'est fait piéger, contrôle derrière. Et bien dans cet enchaînement du mur puis de la côte de Wittikon, la Slovénie va être harcelée, notamment par Kasper Asgreen du Danemark. Et on va se rendre compte qu'à une centaine de kilomètres de l'arrivée, eh bien que Pogacar est bien esselé. Certes, il a Jan Tratnik en tête, mais il ne peut plus compter que sur Domen Novak, qui semble être en bout de course, et sur Primož Roglič, dont on ne sait pas s'il va se mettre au boulot pour Pogacar. Là, on est à 100 km de l'arrivée. On se dit qu'une course de mouvement pourrait piéger les 3 favoris, Van der Poel, Pogacar et Evenepoel. Et qu'est-ce qui se produit à 100 km de l'arrivée, à 4 tours de l'arrivée? Eh bien, Roglič met un sac, et derrière, c'est Pogacar qui contre. Ouais, il reste 100 bornes à ce moment-là, il y a 16 mecs devant, et Pogacar part tout seul. Pas de Van der Poel, pas d'Evenepoel. Petite surprise, Baggioli pour l'Italie dans sa roue. Baggioli qui va faire illusion pendant 5 minutes, et sur un faux plat qui va se garer complètement. L'attaque de Pogacar était tranchante à un moment où je pense que tout le monde était à fond. Et Pogacar va donc partir tout seul à 100 km de l'arrivée. C'est une belle distance pour faire un solo, mais ça semble complètement con à ce moment-là, stratégiquement parlant. On se dit que le Slovène s'enflamme, hein, que là il est en train de griller toutes ses cartouches, parce qu'il semble clairement être le plus fort de la course. Mais encore faut-il maintenant arriver au terme de ces championnats du monde en gagnant. Et bien du coup, devant dans le groupe de 16, il y a Jan Tratnik qui va s'arrêter pour aider Pogacar. Là, bien joué pour la communication parce que je signale qu'au championnat du monde, il n'y a pas d'oreillette et Tratnik va ramener Pogacar sur le groupe de tête. 17 hommes en tête à 90 km de l'arrivée. Derrière, dans le peloton, c'est un petit peu la panique. La Belgique prend son temps avant de mettre en route gentiment. Et à 3 tours de l'arrivée, à 81 km de l'arrivée,
Pogačar est devant dans un groupe de 17 et 30 secondes derrière, les Pays-Bas et la Belgique font le travail pour essayer de ramener Evenepoel et Mathieu Van Der Poel sur Pogačar. Mais à ce moment-là, c'est bien Pogačar qui a un coup d'avance sur les deux autres monstres. 3 tours de l'arrivée, cet enchaînement, le mur, on redescend un petit peu, puis on entame Wittikon. Pogačar dans le mur attaque cash et seul Pavel Sivakov pour la France est en mesure de suivre Pogačar. Les deux sont coéquipiers toute l'année chez UAE et vont collaborer dans ce tour-là. Derrière, la Belgique épuise ses dernières cartouches. Evenepoel emploie Maxime Van Gils à fond et Evenepoel va déboucher pour essayer de rentrer sur Pogačar. Mais ça va pas le faire et bien au contraire, ça va mettre le bazar dans le peloton. Tout le monde est un petit peu à bout de course. Evenepoel et Van Der Poel ont un cran de retard sur Pogačar. Donc ça s'agite, on n'a plus d'équipier avec soi et devant Pogačar lisse son effort, bien aidé à 2 ou 3 reprises par Pavel Sivakov. Et à 60 km de l'arrivée, Sivakov et Evenepoel ont 40 secondes sur un groupe de 17 où on retrouve Evenepoel et Van Der Poel. À 2 tours de l'arrivée, à 54 km du terme de cette course, Sivakov et Pogačar ont une quarantaine de secondes d'avance sur Tom Skujns, Ben Illy et Oscar Handley qui se sont détachés du groupe de 17. 50 secondes sur Van Der Poel accompagné d'un ou deux coureurs. Et à 1 minute, on a Evenepoel qui est excédé de la non-participation à l'effort de guerre de Matteo Jorgensen. L'image m'a fait rire sur le coup. Evenepoel qui faisait tous les efforts du monde pour essayer de revenir sur Pogačar, et il était bien l'un des seuls à tout faire pour essayer de rentrer sur le Slovène. Derrière, tout le monde comptait sur lui pour rentrer. Preuve en est certainement que tout le monde était vraiment à bout de pédale et n'en pouvait plus, et que tout le monde comptait sur la force d'Evenepoel pour entrer sur Pogačar. Et preuve en est également qu'Evenepoel, au-delà du craquage mental, était peut-être déjà en craquage physique. Mais à ce moment-là, à 2 tours de l'arrivée, on voit bien que tout le peloton est à fond, à bout de pédale, épuisé. Ça a été des championnats du monde atroces. Beaucoup plus dur que ce que je n'avais imaginé hier lorsque je vous avais présenté l'épreuve. Le dénivelé n'était pas fort, mais alors le rythme employé par la Slovénie puis par Pogačar à 100 km de l'arrivée, ça a vraiment mis tout le monde dans le rouge. Et je pense que dans les 2 derniers tours, on a rarement vu cette saison les coureurs souffrir autant. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les mecs ont quand même 220 bornes dans les jambes. Donc on sent bien que c'est très dur, que l'élastique se tend fortement. On est donc à 50 km de l'arrivée, 2 tours à parcourir. On passe le mur et là, Sivakov se gare épuisé après 2 tours en tête de course. D'abord dans un groupe de 17 et puis dans la roue de Pogačar. Sivakov qui a fait le travail d'éclaireur pour l'équipe de France à la perfection, mais qui doit rendre les armes sur le rythme effréné de Pogačar qui ne ralentit toujours pas. Et a raison, bien sûr. Derrière, on sent bien que c'est difficile pour tout le monde. Tom Skujns et Ben Illy se débarrassent d'Oscar Handley. Sivakov, lui, dévisse complètement. Et à 40 km de l'arrivée, Pogačar a 1 minute d'avance sur Ben Illy et Tom Skujns. Et 1 minute 20 sur un groupe de 12 composé d'Evenepoel, Van Der Poel et Marc Hirschi. Et on peut noter, côté français, dans ce groupe de 12, également la présence de Romain Bardet et David Gaudu, qui déploient tous les efforts du monde pour s'accrocher au rythme de malade de ces championnats du monde. On arrive dans le dernier tour de circuit, 27 km, le mur et la côte de Wittikon pour la dernière fois. Et dans ce mur et dans Wittikon, on sent que pour Pogačar, qui est tout seul ou presque depuis près de 80 bornes, la course devient extrêmement dur. Le Slovène souffre énormément, comme je l'ai rarement vu dans ses dernières difficultés. Et on se demande s'il va pas se faire bouffer dans le final, parce que Tom Skujns et Ben Illy commencent un petit peu à gratter sur Pogačar et se rapprochent à 35-40 secondes. Derrière, Marc Hirschi débouche des enfers, se débarrasse d'Evenepoel, de Van Der Poel, pour revenir progressivement sur le duo. Et là, on voit bien que c'est au couteau. Tout le monde est un par un. Van Der Poel n'est plus capable d'accélérer. Evenepoel non plus. Il est à bout, le Belge. Seuls Marc Hirschi et Enric Mas semblent encore être en mesure d'accélérer. Ben Illy craque aussi. Enfin, le final est extrêmement douloureux à regarder. J'ai eu mal au bide pour les coureurs dans le dernier tour, en vérité. C'était vraiment très dur. Et à 16 km de l'arrivée, une fois qu'on a passé les 2 grosses difficultés du circuit, le mur et Wittikon, Pogačar n'a plus que 40 secondes d'avance sur 7 hommes, Ben Illy et Tom Skujns, qui ont été rattrapés par Evenepoel, Van Der Poel, Marc Hirschi, mais également Enric Mas qui a su courir en toute discrétion et Ben O'Connor qui nous fait une fin de saison du feu de Dieu. Et dans ce final au couteau où on ne sait pas de quel côté la balance va pencher, et bien dans le groupe de 7, derrière, on commence un petit peu à se regarder, on est aussi complètement cuit. Marc Hirschi et Van Der Poel mettent des sacs chacun leur tour, mais on voit bien que les mecs n'ont plus du tout de jus.
Et cette partie un peu technique où Pogačar peut récupérer un petit peu est salvatrice pour le Slovène qui va pouvoir aller chercher pour la première fois de sa carrière ses championnats du monde à Zurich. Une course des enfers, une course magistrale de Pogačar qui va venir s'imposer devant Ben O'Connor qui aura piégé les poursuivants dans les 2 derniers kilomètres pour venir chercher une fantastique 2e place. Mathieu Van Der Poel, le tenant du titre, vient chercher à bout de pédale en sprintant assis la dernière place du podium. Tom Skuins, incroyable Tom Skuins aujourd'hui, le laiton, je ne l'imaginais pas à ce niveau, vient faire 4. Evenepoel qui était complètement carbo dans le dernier tour vient faire 5. Mark Hirschi à domicile vient chercher une bonne 6e place, lui qui finit la saison en fanfare. Ben Illy et Enric Mas viennent faire 7 et 8, ça c'est pour le groupe de contre. Et derrière, dans un groupe A4, Quid Simons et Romain Bardet viennent faire 9 et 10. Ils devancent Roger Adria et Bauke Mollema qui font 11 et 12. Je termine quand même avec un tout petit peloton qui arrive à 3,52, réglé par Mads Pedersen qui était un de mes favoris aujourd'hui et qui aura fait une superbe course parce qu'il est gros, Mads Pedersen. Ça a roulé très fort toute la journée et il fallait s'accrocher mentalement et physiquement pour venir chercher cette 13e place. Anecdotique, mais qui montre que Pedersen est quand même un sacré athlète. Ça, c'est pour le classement de ces championnats du monde. On en vient au fait majeur de cette course, forcément, la masterclass de Tadej Pogačar qui part à un peu moins de 4 tours de l'arrivée. 100 km en solo ou presque. On va dire que sur les 4 derniers tours, il en fait 1 avec Tratnik, 1 avec Pavel Sivakov et 2 en solo. C'est absolument incroyable parce que c'est quand même 100 km presque à bloc en sachant que Pogačar n'a jamais pu compter sur plus d'1 minute d'avance sur ses plus proches poursuivants. Entendez par là surtout Mathieu Van Der Poel et Remco Evenepoel. Donc c'est une masterclass dans tous les domaines. Mental, parce que quand tu déploies tous ces efforts aussi loin de l'arrivée en n'ayant jamais plus d'1 minute d'avance sur tes poursuivants, eh bien il faut arriver à se dire qu'on continue à appuyer fort sur les pédales. Une masterclass physique évidemment parce que c'est absolument fou de faire 100 km en solo et ne jamais être vu par la concurrence derrière. Et une masterclass également sur le plan tactique et technique, parce qu'il fallait très bien reconnaître le tracé pour pouvoir gérer ces efforts-là à la perfection. Le mec savait quand récupérer, quand accélérer, quand se nourrir, quand boire. Rien à dire. Le sujet a été taffé par Pogačar avant de venir sur ces championnats du monde, et ça s'est vu aujourd'hui. Et le game plan de la Slovénie, ça devait être facile ce matin dans le bus. Hein. Les mecs ont dit vous roulez chacun votre tour à bloc et quand le dernier coureur s'écarte, Pogačar, tu y vas. Et c'est ce que Tadej a fait. C'est ce que Tadej a fait. Et que ça se produise à 100 km ou à 30 km de l'arrivée, j'ai l'impression que le game plan était le même. Enfin, je suis en admiration complète. Roglic a certainement manqué à Pogačar dans le final, mais Pogačar n'avait pas besoin de Roglic aujourd'hui apparemment. Roglic qui a dévissé dans le final, je ne sais même pas s'il a terminé la course, mais enfin bref. C'est fou la performance sur ces championnats du monde de Pogačar, c'est fou la performance générale de Pogačar en cette saison 2024. Tour d'Italie, Tour de France, championnat du monde, 23e victoire de la saison. 3e homme de l'histoire à réaliser sur une même saison une victoire au Tour d'Italie, au Tour de France et sur les championnats du monde après Eddy Merckx et Stefan Roche. Voilà, il n'y a plus de superlatifs pour décrire Pogačar dans ce qu'il représente dans l'histoire du cyclisme. Alors, le garçon a à peine 26 ans. C'est une des meilleures saisons de l'histoire. Top 3 des meilleures saisons pour sûr. Largement devant Stefan Roche parce qu'en 87, Stefan Roche n'était pas allé chercher 6 victoires et sur le Tour d'Italie et sur le Tour de France. Stefan Roche n'est allé chercher aucun monument. Pogačar à Liège-Bastogne-Liège quand même déjà. Ouais, il y a Eddy Merckx qui a fait mieux que Pogačar, peut-être à 2 reprises sur une seule saison, mais bref, là on est dans la statistique. Laissons tout de même de la place à l'émotion, et elle était très forte pour Pogačar à l'arrivée. Quelle épreuve de dingue, quelle course de fou. Je m'attendais à un final des enfers, mais alors je m'attendais pas à une moitié de course des enfers comme ça. Les mecs ont été braves de A à Z et Pogačar sort définitivement du lot en cette saison 2024 et du peloton cyclisme en général. Waouh. C'était dingue. Côté français, que vous dire Perdre Alaphilippe dans la première moitié de course. Ouais, clairement c'est la loose parce que c'était notre leader sur le papier. Maintenant, Pavel Sivakov a été incroyable dans sa gestion de course. Alors on peut revenir sur la stratégie Sivakov. Fallait-il rouler avec Pogačar à 3 tours de l'arrivée lorsqu'il est parti avec le monstre slovène? Il fallait le faire.
Il fallait le faire pour deux raisons, parce que sinon Pogačar l'aurait miné et l'équipe de France n'avait plus cet avantage tactique d'avoir un homme représenté à l'avant. Et puis la deuxième chose à prendre en compte, et qui n'est pas des moindres, c'est que Pogačar et Pavel Sivakov, c'est le même maillot le reste de l'année. Si Sivakov n'avait pas roulé pour Pogačar un petit peu à 3 tours de l'arrivée, je vous laisse imaginer ce que ça aurait été la saison de Pavel Sivakov en 2025 chez UAE, aux côtés de Tadej Pogačar. Je pense que ça aurait été invivable, donc je pense qu'au bout d'un moment, il n'y a pas le choix. Il était obligé de rouler. Que ça soit stratégiquement pour la France, ou que ça soit pour lui à titre individuel, s'il veut performer quelque part chez eux dès l'année prochaine. Donc voilà, je ne reviens pas sur la stratégie de Sivakov, c'était le bon choix. Et je rappelle que sur les 17 mecs qui étaient à l'avant, sur les 16 mecs qui accompagnaient Pogačar à l'avant à ce moment-là, c'est le seul bonhomme qui a suivi Pogačar. C'est aussi le dernier homme qui a partagé la route avec Pogačar sur ces championnats du monde. Donc bravo à Sivakov et bravo à Romain Bardet et David Gaudu qui se sont arrachés derrière. Romain Bardet pour son dernier jour en bleu, venir chercher ce top 10, c'est mérité. On va pas se mentir, il nous aura manqué à la Philippe, sinon pour le reste, individuellement, on était un cran en dessous physiquement, forcément des monstres qui terminent devant Romain Bardet. Écoutez, pas de regret pour l'équipe de France, pour moi ça a été une très belle course. Donc, je suis très fier de mes bleus au soir de ces championnats du monde de Zurich. Donc bravo à toute l'équipe de France et à Thomas Voeckler. Le mot de la fin, écoutez, sur la suite de la saison et sur les 2 dernières semaines qui nous restent avant de partir en vacances pour la plupart des coureurs. Il reste plus grand chose pour moi, il va rester 2 belles courses, je trouve 3. Paris-Tour, le Tour d'Émilie et le Tour de Lombardie, point d'orgue de cette fin de saison. Pogačar devrait être présent au départ du Tour de Lombardie. Alors je me pose quand même une question là, au soir de cette victoire historique de Pogačar. Il n'est pas impossible que dans les 48 heures qui viennent, on apprenne que Pogačar en a terminé de sa saison. En tout cas, ça ne me surprendrait pas. Voilà, est-ce que c'est nécessaire d'aller chercher un 4e Tour de Lombardie ? Ne vaut-il pas mieux prendre déjà 2 semaines de vacances avant tout le monde et se préparer pour une saison 2025 où il pourra entraîner ce magnifique maillot irisé? Eh bien, on verra ce que donnera l'actualité dans ces prochaines 48 heures. Sinon, pour Paris-Tour et Tour de Lombardie, évidemment, on fera des avant-courses dans les jours à venir. Mais voilà, la fin de saison se profile. D'autres choses aussi se profilent sur la chaîne, mais pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Je vous annoncerai tout ça en temps voulu. Pour l'instant, laissons place à l'émotion et à l'histoire qui s'est conclue aujourd'hui avec ce coup de tonnerre dans le monde du cyclisme. Voilà, Pogačar est le 3e homme de l'histoire à gagner sur une même saison Tour d'Italie, Tour de France et Championnat du Monde. Et ça, les amis, c'est très très beau. Et honnêtement, je ne pensais pas vivre ça un jour. Parce que ça semble être un exploit d'une autre époque. Et ce soir, je me sens un petit peu privilégié. Et j'espère que vous aussi, qu'on aime ou pas Pogačar. Allez, je vous laisse ici, c'est tout pour mon débrief de ces championnats du monde de dingue. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des quelques courses qu'il nous restent en cette fin de saison. Et puis je vous ferai aussi quelques annonces dans les 2 semaines à venir. Allez, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, bon début de semaine à chacun, et à plus. Portez-vous bien, ciao.